Contexte, alors, je vais vous parler de la chirurgie bariatrique et de l'impact qu'elle peut avoir sur les grossesses. Donc, le contexte est le suivant. En France et dans le monde, l'obésité a une prévalence qui augmente. On a une prévalence qui se situe aux alentours de 18,5 pour les femmes en situation d'obésité, 14% pour les hommes, ce qui représente 375 millions de patients ou d'individus en situation d'obésité. Et en France, on n'est pas en reste puisqu'on est à peu près à 17% de prévalence de l'obésité, ce qui représente plus de 8 millions de Français. Concernant l'épidémiologie de la chirurgie bariatrique, donc on est aujourd'hui, enfin non, les dernières données publiées font état en 2018 de 46 000 interventions. Il y a eu vraiment un pic des interventions bariatriques qui s'est à peu près situé avant le Covid. Vers 2016, on a cru qu'on allait dépasser les 60 000 interventions, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Et même aujourd'hui, sur des données qui ne sont pas publiées en 2022, on avait à peu près sur le SNDS 36 500 interventions par an. Ce que l'on peut noter, c'est que clairement sur la répartition des types d'interventions, la sleeve reste encore très largement représentée et que la France, finalement, maintenant se situe à peu près au 7e rang si on considère la variable nombre de chirurgies bariatriques par 100 000 habitants. Ensuite, ici, cette diapositive, simplement pour vous représenter un petit peu toujours l'efficacité de cette chirurgie bariatrique et ce pourquoi elle reste encore très plébiscitée, c'est que quand on regarde un peu toutes les différentes thérapeutiques de l'obésité, et notamment donc, les modifications durables du mode de vie, l'endoscopie bariatrique aussi, les médicaments de l'obésité et les multiples médicaments de l'obésité, ce que l'on peut voir, en fait, quand on lit ce graphe, on voit plus on va vers la droite, plus l'efficacité simplement en termes pondéral, et bien plus on est efficace, plus on décale les diagrammes vers la droite. Ce que l'on voit, c'est que on a encore un effet qui reste celui qui est le plus efficace concernant la chirurgie bariatrique quand on parle de réduction pondérale dans le contexte d'obésité. Alors, on sait que la chirurgie bariatrique, ça a une efficacité sur le poids, mais pas uniquement, ça va au-delà. Il y a une efficacité sur le contrôle glycémique avec une rémission du diabète de type 2 à 10 ans, que ce soit bypass ou bien dérivation du pancréatique notamment. On a une réduction à 38% à 10 ans du diabète. Sur l'hypertension, on a également un taux de rémission à 3 ans de 38%. Et sur la NASH, on a un effet très intéressant puisqu'on va réduire de 78% le risque d'évolution vers une cirrhose, que ce soit après bypass en Y ou sleeve gastrectomie. Et puis, il y a eu aussi un effet démontré sur le syndrome de l'apnée du sommeil et notamment la dyslipidémie. Un effet aussi sur l'espérance de vie. On voit que que quand on a bénéficié d'une chirurgie bariatrique, et bien finalement, l'espérance de vie tend à se rapprocher de celui de la population générale. Donc, on a un effet qui est quand même extrêmement intéressant de la chirurgie bariatrique pour la prise en charge de l'obésité. Mais bien sûr, il y a des inconvénients et la grossesse est probablement un temps d'étude assez intéressant pour comprendre ce qu'il peut y avoir en termes aussi de désavantages à la chirurgie bariatrique. Alors, quelques chiffres concernant ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur nos données, on a 36 500 interventions de chirurgie bariatrique en 2022, qu'on a encore très largement une représentation de la sleeve à 67%. Le bypass est à 30%, le bypass en Y. Et puis, on a 2% d'anneaux. Donc, voilà, l'anneau reste résiduel. On a toujours 79% des patients qui bénéficient de la chirurgie bariatrique sont des femmes, que l'âge moyen est à 39,8 ans et on a 60% des interventions réalisées qui sont réalisées chez des femmes qui ont moins de 50 ans.
Et quand on essaye de voir un peu le pourcentage de grossesses qui surviennent après chirurgie bariatrique sur l'année 2022, eh bien, on était à 1,6% des grossesses. Donc finalement, aujourd'hui, on ne peut plus considérer que c'est une situation qui est anecdotique quand on voit ce chiffre. Alors, que sait-on de ces grossesses post-chirurgie bariatrique et que sait-on de leur descendance? Alors, effectivement, ce qu'on commence quand même à avoir de plus en plus parce que la littérature scientifique s'étoffe sur le sujet, on sait que pendant la grossesse, on a, en tout cas certains essais le montrent, moins de diabète gestationnel, moins de macrosomie, moins d'hypertension gravidique, moins également de naissance instrumentale. Ça commence à être bien étayé dans la littérature. On a aussi, concernant l'enfant, moins de retard de croissance, plus de retard de croissance intra-utérin, plus de petits poids pour la gestationnelle, de façon un peu plus controversée, plus de prématurité. Et puis, ce qu'on est forcé de constater, c'est qu'on a encore peu de données à long terme sur la santé de ces enfants, même si ça commence quand même à arriver. Alors, c'est sûr que, en fait, je trouve que l'énorme difficulté pour réaliser des essais dans ce contexte, c'est le choix du groupe contrôle, donc un problème méthodologique qui est assez récurrent. Et on a finalement peu d'essais prospectifs contrôlés dans la littérature, et quand ils le sont, eh bien, le groupe contrôle, le choix du groupe contrôle est toujours soumis à beaucoup de discussions. Et donc là, je vais vous présenter notamment une étude où on a beaucoup discuté ce groupe contrôle. Donc c'est une étude, c'est une étude réalisée par notre équipe qui a un mérite qui est quand même de reprendre et d'avoir confirmé aussi ce qui était déjà présent dans la littérature et d'être allé un peu plus loin. Alors, le but de l'étude, c'était d'évaluer les bénéfices et les risques d'avoir une grossesse après chirurgie bariatrique, avec l'étude des outcomes obstétricaux, néonataux. Et puis ensuite, on est allé regarder du mieux qu'on pouvait l'influence du type de chirurgie bariatrique sur ces outcomes, du délai et des facteurs nutritionnels, donc du délai entre la chirurgie et la grossesse et l'impact des facteurs nutritionnels. Alors, pour ce faire, on a utilisé les bases de données du SNDS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette base de données. Donc, c'est la base de données du Système national de données de santé français. C'est une base qui en regroupe plusieurs, notamment l'entrepôt du SNIRAM, qui, elle, est très intéressante puisqu'elle regroupe l'ensemble des consommations de soins qui sont remboursées par l'assurance maladie. Donc, tout ce qui peut être ambulatoire, que ce soit médicaments, prise en charge kiné, consultation externe. Et puis, on a aussi une base qui nous intéresse aussi, évidemment, c'est celle du PMSI, où là, on va retrouver tous les codages du PMSI, donc tous les diagnostics liés à l'hospitalisation, que ce soit diagnostic principal ou associé. Et puis, on a aussi, et ce dont on s'est servi aussi, c'est la base CEPI-DC, où on a répertorié tous les décès et causes de décès des patients, enfin des individus français décédés depuis un certain nombre d'années. Donc, pour ce faire, on a inclus des femmes qui avaient eu au moins une grossesse, qui avaient dépassé les 22 semaines d'aménorrhée, de 2013 à 2022, et qui avaient au préalable un antécédent de chirurgie bariatrique. Et pour retrouver cet antécédent-là, on était remonté jusque 2005, donc depuis le début de la création du SNDS. Alors, quand on a eu cette population d'inclusion, de femmes incluses, ce qu'on a voulu faire, c'est en fait essayer de répondre à deux questions. Et donc, pour ce faire, on a voulu on a dû avoir deux populations d'analyse. La première est la suivante. On a donc pris ces femmes qui avaient eu une chirurgie bariatrique et une grossesse. Et donc, on a regardé ces grossesses-là qu'on a contrôlées avec donc un groupe contrôle qui étaient des grossesses de femmes en situation d'obésité, de la même façon, mais qui n'avaient pas eu de chirurgie bariatrique. Donc, on a réalisé un appariement sur l'âge des femmes, sur le diabète de type 1, de type 2, sur l'HTA
sur la présence d'obésité et d'obésité sévère, sur la parité, sur l'année et le mois d'accouchement, et sur l'index de défavorisation qui essaye d'approcher le contexte socio-économique de la patiente. Voilà, donc on avait un cas pour 4 contrôles. Donc avec ce design-là, on a voulu essayer de répondre à la question que pouvait se poser un gynécologue obstétricien quand il voit arriver une patiente en situation d'obésité et qu'il y a eu une chirurgie bariatrique. Est-ce que cette grossesse-là, finalement, est plus à risque que les autres patientes que je suis, toutes choses égales par ailleurs, et qui n'ont pas eu de chirurgie bariatrique? Et ensuite, on a voulu essayer aussi de répondre à un autre positionnement, un autre questionnement qui est peut-être plutôt celui d'une équipe de nutrition ou de chirurgie bariatrique qui se demande quand il y a une patiente à prendre en charge qui est en situation d'obésité et qui se demande s'il vaut mieux qu'elle ait sa grossesse avant ou après la chirurgie bariatrique. Et donc, pour répondre à ça, on a fait un modèle autocontrôlé où, en fait, les femmes étaient leur propre contrôle. Et donc, on a pris ces femmes qui avaient eu 2 grossesses, une grossesse avant et une grossesse après la chirurgie bariatrique, et on a comparé ces 2 grossesses qui étaient simplement limitrophes de la chirurgie bariatrique, si je peux dire ainsi. Alors effectivement, dans ce modèle-là, qui est un modèle assez plébiscité dans le monde obstétrical en tout cas, on a toujours un problème, un biais qu'on avait bien appréhendé, qui serait la différence d'âge, forcément la différence de parité, puisque la femme a une 2e grossesse au moins, et avance en âge lors de sa 2e grossesse, et probablement assez logiquement une différence de poids, puisqu'il y a eu la chirurgie bariatrique entre-temps. Voilà pour nos 2 populations d'analyse. Et donc là, vous avez ici la population totale incluse. Donc vous voyez qu'on est à plus de 7 millions de grossesses. Ensuite, on a regardé, donc ici, c'est la première population, celle que l'on a comparée avec un groupe contrôle. Là, on est arrivé à un effectif de 55 941 grossesses après chirurgie bariatrique que l'on a comparé à 4 fois plus de grossesses témoins. Toutes choses égales par ailleurs, hormis la chirurgie bariatrique. Donc, toujours dans cette même population, on a ensuite extrait les femmes qui avaient eu une grossesse avant et une grossesse après. Et donc, on avait à peu près, on avait 11 777 grossesses avant comparé à la même chose, le même nombre de grossesses après. Toujours chez les mêmes femmes. Concernant les caractéristiques de la population, quand on regarde là, ici, la population après chirurgie bariatrique et celle que l'on a comparée au groupe contrôle, on avait sans surprise plus de sleeve à 68%, on avait 28% de bypass. Le délai entre la chirurgie et la grossesse était de 2,9 ans. L'âge au moment de la grossesse, 31 ans. Et l'obésité en début de grossesse était avec une prévalence de 27%. On avait 30% de primipare et on avait un taux assez élevé d'AMP à hauteur de 8%. Donc dans le groupe après chirurgie bariatrique. Alors ce que l'on a pu voir, eh bien, c'est qu'on avait, concernant les pathologies maternelles de la grossesse, on vérifiait, on confirmait ce qu'on avait dans la littérature, c'est qu'on a une diminution des pathologies maternelles de la grossesse, avec une diminution de l'hypertension gravidique, une diminution de la prééclampsie, une diminution du diabète gestationnel. Et ça, que ce soit dans notre premier design ou dans notre deuxième design, où les femmes étaient autocontrôlées. Et donc, d'ailleurs, ici, vous pouvez voir qu'en fait, l'effet était probablement plus intéressant d'ailleurs dans ce modèle autocontrôlé. On a l'impression que la protection contre ces pathologies maternelles est encore plus importante puisque vous voyez qu'on décale l'effet vers la gauche. Ensuite, concernant la macrosomie et le petit poids pour la gestationnelle. Alors, on a toujours, quand on regarde par rapport à la population contrôle, on a moins de macrosomie assez largement, avec moins de macrosomie, qu'elle soit modérée ou sévère. On a
par ailleurs, par contre, à l'inverse, plus de petits poids pour la gestationnelle, qu'ils soient modérés ou sévères. Donc ça, c'est pareil, on l'a finalement confirmé. Ici, je vous mets en fait le poids de naissance des enfants après chirurgie bariatrique. Vous voyez qu'il est à 3,127 kg en moyenne et versus 3,309 kg dans le groupe contrôle, donc avec une différence significative. Ensuite, quand on regarde de la même façon, sur le modèle autocontrôlé, donc les femmes avant, après chirurgie bariatrique, on a finalement aussi eh bien, une même protection de la macrosomie et par contre plus de risque de petits poids pour la gestation. Ensuite, quand on regarde la prématurité, qui je vous disais tout à l'heure, la prématurité est quand même un peu plus controversée dans la littérature. Eh bien, ici, et c'est là un peu l'intérêt d'avoir fait ces deux designs-là, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a plus de prématurité, qu'elle soit prématurité générale, prématurité modérée, sévère et extrême, dans le groupe post-chirurgie bariatrique, quand on compare aux témoins. Et puis, quand on regarde la grossesse avant-après chirurgie, par contre, on n'a plus d'effet pour la mortalité. Hein. La mortalité, on n'a pas plus de risque de prématurité d'une façon générale, mais on a plus de prématurité extrême. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alors, ensuite, on est allé un peu plus loin et c'est là aussi que finalement, eh bien, on a commencé à trouver des choses qui n'étaient pas présentes jusqu'alors dans la littérature, ou en tout cas, pas aussi significatif, en tout cas, pas de façon significative. On a regardé la mortalité et notamment on a regardé les stillbirths, donc les morts-nés et les décès périnataux qui étaient les décès survenant entre J1 de la naissance et 7 jours, à 7 jours de la naissance. Et donc ce que l'on voit, c'est que dans la population que l'on comparait aux témoins, eh bien on a plus de morts-nés et on a plus de décès périnataux également. Alors, on retrouvait également ça dans le modèle autocontrôlé, avec des intervalles de confiance plus importants puisque la population était moins importante. Mais alors c'est un résultat qui était à prendre avec beaucoup de précautions puisqu'il est quand même, c'est un constat qu'on peut faire, mais on a quand même aussi une différence entre les deux groupes qui est extrêmement faible. Et c'est probablement parce que, en fait, on avait un effectif très important et une puissance très importante de cette base de données qui nous a fait trouver ce résultat. Mais néanmoins, ça représente très, très peu d'effectifs. Donc, c'est aussi un message, c'est que, en fait, effectivement, il y a plus de mortalité, mais c'est très, très rare. Alors, on a, avec un résultat pareil, eh bien, on s'est dit, il faut qu'on fasse des analyses de médiation. Et donc, ce que l'on a trouvé, c'est qu'en fait, l'effet de la chirurgie bariatrique sur le stillbirth, donc sur les morts-nés, passait à hauteur de 40% par le petit poids pour l'âge gestationnel. Et de la même façon, l'effet de la chirurgie sur la mortalité périnatale passait, elle, par la prématurité à hauteur de 61%. Donc là, on avait quand même aussi l'argumentaire pour raisonner en se disant, mais en fait, les efforts qu'on doit continuer à produire pour communiquer sur cette thématique, c'est vraiment de se dire qu'en fait, il faut lutter contre et prévenir le petit poids pour la gestationnelle et la prématurité, puisque effectivement, ça peut être très dangereux, puisqu'il peut y avoir une mortalité au bout du compte. Mais finalement, ça a été plutôt rassurant que ce soit médié par ces deux paramètres. Alors ensuite, quand on regarde le type de chirurgie sur ces différents outcomes, alors c'est pas si simple à lire ce forest plot. On a pris en référence la suite puisque c'était en fait l'effectif le plus important dans notre population. On a ensuite en rouge, vous avez les anneaux et en vert, vous avez les belles passes. Alors, les petites étoiles séquencées c'est différent de façon significative par rapport à la sleeve. Et donc là, ce que l'on peut voir, c'est que le bypass
fait mieux que la sleeve, qui fait mieux que l'anneau pour la protection des complications métaboliques de la grossesse. Donc pour l'HTA, la prééclampsie et le diabète gestationnel. Et ce, de façon significative. Ensuite, quand on regarde en fait nos risques qui sont le petit poids pour la gestationnelle et la prématurité, ce que l'on peut voir, c'est que le bypass est a un risque supérieur, et ce de façon significative, de petit poids pour la gestationnelle et de prématurité par rapport à la sleeve. Ensuite, quand on regarde le délai entre la chirurgie bariatrique et la grossesse, là, on a pris comme référence en fait le délai compris entre 2 et 5 ans, ce qui est les recommandations, ce qui était les recommandations à l'époque. Donc, en fait, là, ce que l'on peut voir, c'est que en fait, dans les 0-12 mois, eh bien, on a post-chirurgie bariatrique, on a plus, ici, vous voyez, on a plus de risques de retard de croissance intra-utérin. Mais par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'au-delà de 5 ans après la chirurgie bariatrique, on a cette impression, enfin, c'est pas qu'une impression, c'est un résultat, qu'on a moins de bénéfices sur les complications métaboliques de la grossesse. Et ensuite, alors je vais me dépêcher parce que l'heure tourne, et on a essayé de se demander, enfin, on s'est demandé comment on pouvait approcher au mieux le fait qu'il y ait ces outcomes et que ce soit possiblement lié à des variables nutritionnelles. Eh bien, on a créé une variable dénutrition qui comprenait en fait toutes les femmes qui avaient eu un diagnostic de dénutrition sévère dans le PMSI et ou avaient aussi une assistance nutritionnelle pendant la grossesse. Donc, que ce soit nutrition entérale ou parentérale, pas que pendant la grossesse, de la chirurgie bariatrique jusqu'à la grossesse comprise. Donc, on a fait une variable dénutrition sévère. Donc, et là, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, eh bien, en fait, la dénutrition sévère était associée à une augmentation du risque de petit poids pour la gestationnelle et de prématurité, et ce, de façon significative. Alors, il y a aussi d'autres éléments dans la littérature qui pourraient être une hypothèse qui mérite peut-être d'être encore confirmée dans la littérature, mais qui pourrait expliquer aussi eh bien, la survenue de ces petits poids pour la gestationnelle. Ce que l'on voit ici, une étude publiée dans Diabetes Care en 2023. Alors, on n'est pas sur les mêmes effectifs. On a 23 femmes enceintes après bypass comparé à 23 contrôles. Apparié ici sur l'IMC pré-gestationnel, donc c'est un peu ce qu'on avait fait, avec une mesure continue du glucose de façon séquentielle aux 3 trimestres. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ici, quand vous regardez les PAG, les petits poids pour la gestationnelle, eh bien, on a un temps en hyper et un temps en hypo qui est supérieur par rapport au témoin. Et quand on regarde les macrosomes, on a un temps en hyper qui est supérieur de façon significative, enfin non, qui est juste supérieur, pardon, par rapport au témoin. Donc peut-être qu'il y a aussi des éléments d'explication par rapport à la régulation glycémique. Est-ce qu'on a plus de malformations après chirurgie bariatrique? Alors, il n'y a pas énormément d'études dans la littérature, plutôt des études qui sont rassurantes. J'ai fait le choix de vous montrer celle-ci parce que il y avait quand même un effectif intéressant. Là, on est sur le registre suédois des naissances, donc de 2007 à 2014, après bypass ici, avec un appariement multiple et notamment sur l'IMC pré-chirurgical. On avait ici, par contre, donc, un effet qui était finalement protecteur de la chirurgie bariatrique pour les malformations de ces enfants. Et ce qui était intéressant aussi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'analyses de sensibilité, et notamment une analyse de sensibilité qui excluait toutes les anomalies chromosomiques des enfants. Donc, ça augmentait un peu la spécificité de ce qu'on recherchait. Et donc, c'était toujours protecteur. Donc, ici, aussi pour vous dire que tout ce que j'ai raconté, en fait, finalement, dans la littérature, ici, cette méta-analyse le reprenait bien, montrait que, en fait, même si on apparie sur l'IMC pré-chirurgical ou préconceptionnel, ce qui évidemment évalue deux effets différents,
eh bien, on a quand même, alors on a des tailles d'effets différentes sur les différents outcomes que je vous ai montrés précédemment, mais toujours une évolution qui va dans le même sens. Donc, et puis je voulais aussi vous montrer, une étude que l'on avait réalisée ici, là, que sur le PMSI, toujours un modèle autocontrôlé, les femmes avant, après leur chirurgie bariatrique. C'était assez intéressant de voir toujours ici vous avez le petit poids pour la gestationnelle, ici vous avez la chirurgie à T0. Donc vous voyez que plus on avançait en âge, plus en fait, finalement ça tendait à diminuer cette fréquence de petits poids pour la gestationnelle. Et il y avait la chirurgie qui a complètement tout changé, puisque dès lors que l'on a cette chirurgie, on est à la fréquence maximale de survenue de ces diagnostics, avec une diminution progressive plus on avance dans le temps. Donc il y avait quand même un impact, une influence du délai après chirurgie bariatrique aussi, pour voir une régulation se faire. Et puis pareil pour les macrosomes, on avait une augmentation progressive plus l'âge avancé des femmes. Et puis la chirurgie arrive, on a une diminution drastique qui d'ailleurs est plus importante que celle que l'on voit pour le petit poids pour la gestationnelle, avec le temps aussi. Un effet qui s'amoindrit, mais qui reste quand même tout à fait significatif. Alors, je vais aller très vite parce que l'heure est passée, mais pour vous dire quand même que finalement, on manque encore de données dans la littérature pour comprendre, pour affirmer que ce sont nos carences nutritionnelles, les carences qu'on peut voir en suivi clinique de routine, qui sont à l'origine des outcomes que l'on peut constater chez le fœtus et chez le nouveau-né. Néanmoins, il y a des case reports, en tout cas dans la littérature, ici une trentaine. Je vous ai ressorti ceux sur lesquels s'appuie le groupe Bariamat pour émettre les recommandations. Donc, on a quand même quelques éléments de piste pour émettre ce lien entre les carences nutritionnelles et ces outcomes. Alors, je vous rappelle, alors, peut-être pas en détail parce que vous devez le connaître, que le groupe Bariamat a émis des recommandations, notamment en termes de supplémentation des femmes enceintes après chirurgie bariatrique, avec toujours le complexe polyvitaminé, où il faut faire attention de bien avoir 10 mg de zinc, 1 mg de cuivre, attention à la vitamine A pour qu'elle soit inférieure à 5000 unités par jour. Et puis, l'acide folique reste indiqué dans le premier trimestre. Faire attention aux femmes qui ne sont pas habituellement suivies. Il faut que dans ces cas-là, on ajoute quand même à l'ordonnance de façon systématique du fer jusqu'à 80 mg jour et de la vitamine B12, le dosage classique de 1000 microgrammes par semaine. Corriger les carences et puis doser de façon trimestrielle tous ces micronutriments. Alors, vous voyez ici, alors j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une diapositive que j'ai empruntée au docteur Chiangurin et qui remet un QR code sur un petit film YouTube, une petite vidéo YouTube qu'elle a réalisée avec le professeur Jacques Inisa, qui est destinée aux patientes, qui expose bien certaines recommandations pendant la grossesse et qui explique bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et comment réaliser un suivi optimal pendant la grossesse. Donc, je l'ai vue récemment, elle est très, très bien. Donc, je vous la mets avec ce QR code. Et puis, 2 mots du protocole de recherche NumaSearch qui va, j'espère, améliorer en fait les connaissances qu'on a de la nutrition après chirurgie bariatrique pendant la grossesse, avec des objectifs spécifiques, plusieurs. Déjà, on va standardiser les recueils de données au sein des différents CSO pour le suivi nutritionnel et pour le devenir de la grossesse. Et puis, on va essayer de décrire en fait le lien entre concentration en micronutriments et les événements de santé de la croissance et sur le nouveau-né. Établir aussi ce qui nous manque cruellement, c'est les valeurs usuelles de référence pour ces micronutriments chez la femme enceinte. Et puis, d'étudier la balance bénéfice-risque d'avoir une chirurgie bariatrique sur la grossesse et la santé de l'enfant, sur notamment les bases médico-administratives. C'est l'implication de 5 équipes de recherche et de soins qui crée en fait la richesse de ce protocole. Les perspectives du projet, c'est d'augmenter le niveau de preuve, comme ce que je vous disais sur cette thématique, de mettre en commun
donc de participer à cette recherche collaborative sur la thématique, d'établir des normes, des valeurs usuelles pendant la grossesse et d'étudier le devenir des enfants à long terme. Une question qui est encore trop insuffisamment couverte dans la littérature pour des grossesses en termes de fréquences qui sont de plus en plus fréquentes et qui peuvent plus être considérées comme anecdotiques en termes épidémiologiques, en tout cas. Eh ben, je vous remercie pour votre attention. Désolée d'avoir été un peu longue et je suis ouverte à toute question. Merci beaucoup, docteur. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions. Ah oui, Béatrice Duberne, c'est moi qui donne la parole. Oui, oui, allez-y, je vous laisse la main. Bonjour Claire, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Très bien. Je n'ai pas ma caméra parce que je ne suis pas à l'hôpital. Mais voilà, c'est bien moi. Merci Claire, c'était super intéressant et je suis très contente de voir l'évolution de ces données. Moi, j'ai une question, tu sais, toujours sur la question des enfants, en fait. Hein. Tu l'as bien dit, on n'a pas beaucoup de données actuellement. Mais là, avec l'avancée des connaissances et des effets de la chirurgie bariatrique, vous vous attendez à quel effet finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'attendu? Parce que tu as quand même dit qu'il y avait moins de, si j'ai bien retenu, plus de RCU, plus de prématurité chez les femmes, chez les enfants de femmes ayant une chirurgie bariatrique. Vous vous attendez à quoi comme ça, en ayant discuté avec Barbara Eudes et puis par rapport à tout ce que l'on connaît des études de cohorte? C'est une question très, c'est pas piège, hein, c'est voir un peu quel est ton sentiment. Merci pour cette Merci, question en tout cas. qui est la question du moment qui en fait est en train de nous obséder actuellement. Parce que, alors quand on fait le tour de la littérature, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en fait, il y a finalement pas mal de littérature, enfin, on ne peut pas dire qu'il y en a pas mal, il n'y en a pas énormément, mais quand même, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui vont, en tout cas d'études qui montrent qu'on limite le diagnostic d'obésité chez l'enfant après chirurgie bariatrique. Et même, moi, j'ai vu quand même pas mal de choses qui montraient que, en fait, on avait plus d'obésité après chirurgie bariatrique chez l'enfant et notamment plus de prise de poids dans la première année de la vie. Bon, sur pas des gros effectifs. Sur pas des gros effectifs, mais bon, je pense que c'est un point crucial qu'il faut vraiment bien étudier. Et ce que l'on voit, parce que là, on a fait le chaînage, en fait, on peut avoir les enfants issus des grossesses que je vous ai présentées là. Et donc, ce que l'on voit, c'est que dans le groupe, mais en fait, c'est des données qui sont encore pas publiées et qui sont encore en train d'être vérifiées dans tous les sens. Ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même plus de diagnostics. Donc, c'est des enfants qui sont hospitalisés, pas forcément pour ça, c'est en diagnostic associé, mais qui sont néanmoins, c'est des enfants hospitalisés et sur lesquels on émet plus de diagnostics d'obésité. Dans le groupe qu'on contrôle, dans les deux groupes d'ailleurs, dans le design où avec le groupe contrôle. D'accord. Donc, et donc là, voilà. Et après, par contre, là actuellement, on le trouve aussi dans le groupe autocontrôlé après chirurgie bariatrique. Mais là, attention, parce que il faut absolument qu'on essaye de contrer le biais de l'âge. Donc, on va faire ce qu'on appelle une analyse de falsification pour vérifier en fait que l'effet de l'âge n'entraînait pas aussi un risque d'obésité sur les grossesses de ces femmes avant la chirurgie bariatrique. Donc en fait, je serais plus réservée pour le deuxième groupe, mais néanmoins, c'est un peu interpellant ce qu'on trouve. Mais par contre, pour le groupe post-chirurgie bariatrique versus contrôle, là, c'est assez clair, il y a plus d'obésité dans le groupe post-chirurgie bariatrique. Mais ça, j'arrive à me l'expliquer parce que, en fait, je pense que les femmes qui ont eu la chirurgie bariatrique, en fait, nous, on les a appariées au moment de leur grossesse.
Donc, en fait, les femmes qui ont eu la chirurgie bariatrique, à ce moment-là, elles n'étaient pas à leur poids maximum. Alors que, possiblement, elles l'étaient pour l'autre groupe. En tout cas, beaucoup plus possiblement, puisque, en fait, les autres femmes n'avaient pas eu de chirurgie bariatrique. Donc, probablement que ça peut quand même, enfin, je l'explique Ouais. j'aurais envie de l'expliquer par le fait que, en fait, effectivement, la génétique n'est pas la même chez chez ces deux groupes et l'environnement n'est pas le même non plus. Je sais pas D'accord. ce que Mais du tu en coup, penses. par rapport à l'obésité des enfants, après, je ne veux pas monopoliser la conversation, mais du coup, c'était des diagnostics d'obésité à quel âge en moyenne, tu sais ça? Pour les enfants? C'était tardif Oui, je ou le sais. précoce? Alors, je le sais c'était près aux alentours de 6 ans. D'accord, ok. De 6 ans. Ouais. Ça te paraît Bah écoute, faudrait voir. Ça me paraît. Enfin, moi, je vois juste que, c'est vrai que la chirurgie bariatrique, malheureusement, chez les mères, ne prévient pas l'obésité de l'enfant quand même. En tout cas, pour moi, c'est ça. ouais, je Et suis ça veut d'accord. dire que quand même, donc bon, c'est quelque chose d'important, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire de la chirurgie bariatrique chez les mères pour qu'elles puissent accéder aux grossesses. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va obligatoirement avoir un impact sur l'évolution de leurs enfants. Et ce qui va dans le sens un peu effectivement, de cette prédisposition génétique qu'on a malgré tout, même si on a perdu du poids quand on était adulte. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis, sur l'environnement, je ne sais pas trop. Ce serait effectivement intéressant à un peu plus creuser, mais ça va un peu dans le sens, enfin, le sentiment qu'on avait que finalement, quand j'avais un peu regardé la littérature, que finalement, effectivement, la chirurgie bariatrique n'a pas d'impact à long terme sur le devenir des enfants. Mais à confirmer, quoi. C'est pas simple, ça, à confirmer. En tout cas, bravo, hein, c'est un super projet. Je laisse les autres poser des Merci, questions. Béatrice. C'est déjà bien d'avoir assisté à cette heure indue à cette présentation. Oui, effectivement, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour ce soir. Peut-être Ok, peut-être ok. que par la suite, on aura Bah, des n'hésitez questions. pas si vous. Ah, si, il y a Ah oui, on a Madame Demoulingé, deux moulingers. Nathalie. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, 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 on vous entend. je suis diététicienne, entre autres à l'hôpital, et où je travaille, j'accompagne les gens autour de la chirurgie bariatrique. Et on a un circuit hospitalier pour les complications après chirurgie. Et souvent, on a des patientes du coup en cours de grossesse. J'ai loupé un petit peu le début de la présentation, mais du coup, j'avais une question s'il y avait eu comment dire, de savoir si les patientes étudiées, il y avait une PMA avant et si ça a influé quelque chose par rapport aux données que vous avez données ou si vous n'avez pas pris en compte cette histoire de PMA. si. En fait, c'est une très bonne remarque. On avait plus de PMA dans le groupe chirurgie bariatrique. En fait, on l'a expliqué par le fait que, en fait, la PMA probablement a rendu l'accès possible, enfin, pardon, la chirurgie bariatrique a rendu l'accès possible à la PMA. C'était une hypothèse. On n'a pas pu vérifier, mais c'était notre raisonnement. Donc, on en avait plus. Donc, par contre, on n'a pas pu apparier dessus parce qu'on n'y est pas arrivé, en fait, en termes techniques. Mais par contre, on a ajusté sur la PMA nos résultats. Donc, on n'a pas pu regarder vraiment l'impact de la PMA en elle-même Ok, sur les grossesses. Enfin, du coup, on s'est affranchi de cette variable. On n'a pas pu l'évaluer en tant que tel. Pour, ok, pour que finalement, il nous reste que la chirurgie bariatrique. ok. Merci à vous. Je vous propose de clôturer ici l'intervention du coup du docteur Rive-Lange et de se retrouver